Donc, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Merci à Adeline et Karine qui sont avec moi et pour vous présenter Calimo CP et CE1 en lien avec les nouveaux programmes. Karine, pour faire les petites présentations, donc Karine Paccard, toi tu es voilà, professeure d'école, tu as été chargée d'école, conseillère pédagogique, formatrice à l'INSPE de Grenoble et actuellement tu finalises un doctorat en didactique du français à l'Université de Genève. Adeline, à ton tour, Adeline Pessic, toi tu es conférencière, tu es autrice, tu as été conseillère pédagogique départementale, tu es spécialiste du décodage, du geste d'écriture, de l'oral et de l'orthographe lexicale. Et voilà, donc merci d'être là, en plus vous avez l'air très enfant, donc ça c'est super. Et sans plus attendre, je vais vous laisser la parole pour nous parler de Calimo. Merci beaucoup. Merci Annick, et bonjour à tous, enfin bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir après pour la plupart votre journée de classe. On va essayer d'être brève, mais c'est pas une compétence qu'on a vraiment acquise avec Adeline, d'être brève, mais on a vraiment fait tout notre possible pour essayer de faire au plus synthétique. Voilà. Donc on va commencer par une petite présentation de chacun des domaines du français par rapport au nouveau programme. Et puis ensuite, on vous laissera un temps pour poser toutes vos questions. Je crois que vous pouvez en même temps les poser à Annick, qui commence déjà à les gérer pour qu'ensuite on puisse être plus rapide pour y répondre. Voilà. On y va? Voilà. Donc c'est toi qui... Donc, allez, j'y vais. Donc, Calimo, c'est une méthode d'enseignement du français pour actuellement le CP, le CE1. Et il est organisé de la même manière au CP et au CE1. Donc, on va avoir des outils pour l'élève et des outils pour l'enseignant. Donc, pour l'élève, on va avoir 2 manuels, un mémo-démo au CP, 3 cahiers d'activités, donc 2 manuels, un plutôt orienté décodage au CP et un autre, un manuel de lecture-compréhension. Et au CE1, c'est un petit peu la même démarche, seulement il y aura aussi de l'orthographe lexicale et de la grammaire. Les cahiers d'activité, il y a donc un cahier qui est plus destiné au décodage et puis donc la grammaire et l'affluence, et un autre destiné à la compréhension, la production d'écrit, et le troisième à l'écriture et la copie. Et également, depuis peu, Adeline a écrit des albums avec comme personnage principal Kali, qui est notre petite mascotte, destinée au CP et ajustée à la programmation des graphèmes du CP. Entièrement décodable à la fin de chaque période. Voilà. Donc pour l'enseignant, l'enseignant a un certain nombre d'outils. Il faut considérer la méthode Calimo comme une ressource pédagogique avant tout, c'est-à-dire que les séances sont vraiment clés en main et elles vont regrouper l'ensemble des domaines du français pour chacun des niveaux de classe. Donc, dans le guide pédagogique, il est sous 2 formes, un site internet et un guide pédagogique papier. Le site internet dispose d'un guide pédagogique qui est vraiment enrichi. Donc, on vous montrera tout à l'heure en quoi. Et vous allez avoir tous les outils complémentaires nécessaires à la mise en place des séances. Donc, les outils complémentaires, les jeux, les affiches, les vidéos, l'audio de tous les textes du manuel de lecture, mais également tout ce qui est démarche, qu'on vous conseille vivement de lire avant d'utiliser la méthode pour que vous compreniez bien la partie cachée, on appelle ça de l'iceberg avec Adeline, parce que ce qu'on montre dans le manuel, c'est vraiment l'outil de l'élève. Vous ne pouvez pas faire la classe juste avec les manuels, contrairement à certains autres manuels qu'on peut utiliser sans guide pédagogique. Et vous trouverez aussi les emplois du temps et l'ensemble des programmations pour chacun des domaines. Pour ce qui est ensuite du guide pédagogique papier, eh bien là, on va dire que ce sont des fiches de prep, clés en main à nouveau, pour chacun des domaines. Pour l'enseignant, il y a également un fichier photocopiable de différenciation pour le CE1 et des boîtes de matériel pour le CP, parce que comme on fournit tout le matériel en outils complémentaires, eh bien la première année, il y a un certain nombre de préparations, des affiches, des étiquettes, des jeux pour les élèves, et ça peut aussi vous faciliter un peu la vie.
Alors, pour revenir au guide pédagogique, eh bien, pourquoi on dit qu'elle est enrichie sur le site internet? C'est parce que vous voyez, donc à gauche, vous avez la version papier et à droite, la version en ligne. Donc, dans la version papier, vous avez simplement la liste du matériel, alors que dans le site internet, vous y avez accès directement. Dès que vous cliquez sur le lien, hop, ça ouvre la page, une nouvelle page, et vous avez directement les outils à imprimer. Et vous avez également bien, des blocs. Alors, ce qu'on appelle les blocs, c'est les petites chouettes que vous voyez sur le guide papier. Bien, on n'a pas pu les intégrer au guide papier parce que sinon, on avait à peu près 5000 pages de guide pédagogique. Donc voilà, ce n'est pas possible. Donc, vous pourrez les retrouver par contre à votre guise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout lire pour faire les séances, mais vous pouvez les retrouver si vous le souhaitez sur le site internet. Donc là, au niveau des blogs, vous avez des blogs pédagogiques qui vous permettent de modifier les séances avec des idées, des conseils. Vous avez des blogs du côté de la recherche. Et là, ça peut être très intéressant pour en particulier les formateurs ou les conseillers pédagogiques, puisque ce que l'on a écrit, la transposition didactique qu'on a faite de la recherche, eh bien, elle n'est pas intuitive. Elle s'appuie toujours sur des préconisations ou des conseils des dernières recherches, ce qu'on appelle les données probantes. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la lecture d'articles de recherche. Et enfin, le bloc différenciation qui, en fait, va vous proposer des dispositifs d'adaptation des activités. Alors, je tiens vraiment à le souligner et je ne le redirai plus, mais la conférence de consensus a formellement déconseillé la différenciation pour privilégier ce qu'on va appeler plutôt de l'adaptation. Tous les élèves font les mêmes activités, mais par contre, on va proposer des adaptations différentes. Alors, par exemple, la longueur, un travail en groupe d'hétérogénéité, etc. Et là, en fait, sous le terme différenciation, on va vous proposer ce type de dispositif et ce type d'adaptation. Alors, là, en fait, on pourra arrêter tout de suite le webinaire. Mais quand même, on nous a demandé de tenir une heure, donc on va le faire. Eh bien, Calimo, c'est une méthode qui est déjà conforme au nouveau programme. Donc, on a eu cette chance-là, quelque part, c'est qu'on n'a pas eu besoin de modifier beaucoup de choses. C'est vraiment à la marge, les modifications qui ont été faites pour qu'on soit conforme. Pourquoi? Eh bien, parce que Calimo ne se contente pas de suivre les programmes de l'éducation. Il repose sur des données probantes de la recherche. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a commencé la méthode en 2017, parce qu'on a travaillé avant sa parution, eh bien, on est allé chercher vraiment toutes les recherches qui montraient que les élèves pouvaient progresser et réussir mieux. Et donc, cette méthode, eh bien, elle a été conçue à partir de recherches récentes en didactique du français, parce qu'on est toujours en veille, sur les régularités et les fréquences de la langue, avec des règles qui ont été créées à partir de données statistiques de la langue française, en orthographe, mais aussi en grammaire. Adeline vous en reparlera. Et puis, en lien avec les dernières parutions en littérature de jeunesse, chaque année, on participe au Salon de Montreuil pour vous rechercher les perles rares de la littérature jeunesse, et en cohérence avec les pratiques réelles de la classe, parce qu'on a testé la méthode. On a aussi nous-mêmes une expertise de terrain. Moi, je suis restée 26 ans en classe. Et aussi, on a testé une partie du manuel CE1 lors d'une expérimentation doctorale, en l'occurrence la mienne. Et donc, les programmes de 2025, 2024, ça dépend si on considère que c'est la date de parution ou la date de mise en œuvre, eh bien, intègrent déjà plusieurs principes qu'on avait déjà mis dans Calimo. Donc, ça nous a permis de ne pas avoir à modifier en fait la méthode, et on va vous montrer en quoi ces nouveaux programmes, on va illustrer en fait les nouveaux programmes avec la méthode. Voilà. Alors, je continue. Ouais, je suis partie. Donc, Calimo a vraiment pour particularité de s'appuyer sur les articulations des différents domaines du français. Et c'est une particularité qui est très prégnante dans les nouveaux programmes. On va vous le montrer. Si bien qu'il y a beaucoup de manuels, que je ne citerai pas,
ne s'appuient pas sur les articulations des domaines du français. Et donc, ils considèrent qu'ils sont conformes au nouveau programme parce que dans la programmation de chaque domaine, ils sont réellement conformes, mais en réalité, ils ne s'appuient pas sur les articulations. Et donc, dans Calimo, on a regroupé en fait les différents domaines et on va vous montrer ces articulations. Donc, on va avoir un bloc compréhension et on va travailler pour aider la compréhension. On va automatiser le décodage et l'affluence. Un bloc production d'écrit. Et donc, pour aider à la production d'écrit, on va automatiser l'écriture par l'écriture, la copie et la dictée. Un bloc qu'on appelait auparavant étude de la langue. Alors, on ne sait plus très bien comment l'appeler, puisque dans les programmes, on a grammaire et orthographe lexicale, mais ça ne regroupe pas vraiment tout ce qui est étude du fonctionnement de la langue, la grammaire, l'orthographe lexicale, le vocabulaire. Et il manque aussi la grammaire textuelle, dont on ne parle pas dans les programmes. Un bloc oral, et puis le lexique, on l'a mis à part, parce que le lexique est indispensable pour tout, pour comprendre, pour écrire, pour parler, et aussi pour, pourquoi pas, comprendre le fonctionnement de la langue à partir des textes, pour le vocabulaire. Alors, quand vous allez voir ces petits blocs bleus avec BO, vous imaginez que ce sont en fait les programmes. Alors, on ne va pas tout lire, parce que sinon, il nous faudrait la soirée. Mais on va vous les commenter et on vous laisse les lire en parallèle. Alors, automatiser la lecture. Je commence, puis tu prendras la suite en décodage. Donc là, en fait, dans automatiser la lecture, on va avoir 3 entrées dans les programmes. L'apprentissage et l'automatisation du décodage, c'est ce que nous on appelle décodage. La lecture à voix haute, c'est ce qu'on va appeler l'affluence. Et puis la compréhension de texte dans toutes les disciplines, et c'est ce qu'on va appeler la compréhension. Mais ces 3 entrées doivent être menées de manière parallèle et complémentaire. Si bien que si vous avez un outil de décodage, un outil de fluence et un outil de compréhension, eh bien là, vous n'êtes plus dans les programmes. Parce que les 3 entrées doivent être complémentaires et parallèles. Voilà. Deuxièmement, on vous dit que l'objectif central du cycle 2, c'est l'apprentissage, c'est la lecture. Et elle s'articule avec les autres domaines d'enseignement du français. Et donc là, à nouveau, si vous avez un outil de lecture qui ne s'articule pas avec les autres domaines du français, eh bien, c'est que votre méthode n'est pas conforme au nouveau programme. Voilà. Donc, souvent, on va revenir sur cette question-là, parce que ce que vous voyez là dans le texte des programmes, c'est le texte fondateur, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé voir les tableaux, etc. C'est vraiment la philosophie des programmes, les fondements. Voilà. Donc, dans les fondements des programmes du français, l'articulation va être présente toujours. Donc d'abord, un premier point sur le décodage. Donc dans les programmes, ils insistent sur la présence de mots, de phrases, puis de textes qui vont être déchiffrables par les élèves. Donc c'est important d'avoir des textes dont les graphèmes ont été vus par les élèves. Donc c'est pour ça que dans Calimo, on a fait le choix d'avoir des textes qui sont 100% décodables. Tous les graphèmes ont été vus, donc dans le manuel rouge, ont été vus par les élèves. On va aussi intégrer des mots-outils sur le début, donc les 3 premières périodes, pour pouvoir améliorer la fréquence. Si vous voulez plus d'informations, on pourra en parler tout à l'heure. Et puis, finalement, la différence entre les deux, le décodage en CP et le CE1. En CP, on va s'intéresser à des correspondances graphophonémiques qui sont très régulières et fréquentes. On va traiter par exemple le graphème on, et puis on ne va pas mettre d'autres graphèmes en même temps. On va l'isoler. Alors que finalement, quand on est en CE1, il va falloir qu'on éveille l'œil de l'élève à distinguer le on, du wa, du ouin ou du o. Et c'est pour ça que nous, on a fait cette appellation de lettre en contexte en CE1, parce que par exemple, le o, on va d'abord le traiter tout seul. Donc on revoit la régularité, c'est très important de bien reprendre les régularités. Et puis ensuite, on va rajouter le on, un peu comme dans un sac. On rajoute le on et puis on rajoute le wa. Et donc, progressivement, l'élève va être amené à discriminer de manière de plus en plus forte. On va avoir évidemment des graphèmes complexes qui vont arriver en fin de CP, mais aussi qui vont être repris et approfondis en CE1.
Alors moi, je voudrais juste rajouter une chose par Vas-y. rapport à la progression. C'est que, vous voyez que là, il y a certains manuels qui ont dû changer entièrement leur manuel de décodage parce qu'ils ne respectaient pas la progression alors de Sprenger-Charol, hein, mais c'est une progression rapide, tempo rapide, etc. En fait, cette progression, nous l'avions déjà intégrée au manuel de décodage avant même qu'elle ne paraisse pratiquement dans le guide Orange. Donc, de ce point de vue-là, cette progression existe depuis déjà longtemps et elle n'est vraiment que officialisée dans le BO aujourd'hui avec ces nouveaux programmes. Voilà. Donc là, par rapport à la progression de Sprenger-Charol. Alors, on insiste aussi dans le BO sur l'importance d'avoir une pédagogie différenciée, avec évidemment la consolidation de la conscience grapho-phonologique. Et puis, elle commence en fin de maternelle, et puis on va évidemment en CE1 être très attentif à cette différenciation. Donc, comment on va différencier en décodage? Vous avez vu, en fait, on propose 2 parcours, entre guillemets. On va proposer pour les élèves à la lecture lente, des fiches qu'on appelle des fiches d'imprégnation que vous trouvez sur le site, tant en CP qu'en CE1. Et puis, pour des élèves qui ont la lecture rapide, donc cette fois pour les CE1, on a des fiches, elles, qui proposent un prolongement de la séance précédente. Donc, vous voyez par exemple en CE1, première partie de la séance, on va différencier en fonction des résultats des élèves au test de fluence. L'enseignant reste avec les élèves avec la lecture lente, on s'entraîne sur le tableau d'imprégnation, et puis ensuite, on va passer tous ensemble à la lecture du manuel. Donc, vous voyez que en fait, la construction de la séance est différenciée, les supports sont différenciés, vous les trouvez sur le site ou dans le fichier de différenciation, et puis on arrive sur la lecture des manuels collectifs cette fois. Dans le CE1, on a également fait des propositions de flèches de 2 couleurs pour différencier aussi la difficulté pour que les élèves puissent s'adapter, en fonction des élèves que vous avez, que vous puissiez adapter la demande de lecture. Ah non, c'est ici. Alors, bien évidemment, au CP, hein, on a envie de se dire, le décodage, il doit aider à la compréhension. C'est vraiment ce qui est dit dans les programmes, hein, c'est-à-dire que l'automatisation ne doit pas se faire sans lien avec la compréhension. Le but ultime de la lecture, c'est comprendre un texte. Et donc là encore, il faut faire attention quand on ne travaille pas la compréhension en lien avec le décodage. Je fais juste une petite parenthèse. Il est explicitement dit dans les programmes qu'on doit avoir des textes, des supports différents pour les textes de décodage, donc l'entraînement grapho-phonologique, des textes de compréhension. Donc vous voyez que ces 2 manuels ont tout leur intérêt parce qu'ils permettent d'appliquer ces programmes-là. Parce que c'est vrai qu'on ne saurait ce serait difficile de travailler des stratégies de compréhension avec des textes résistants sur des textes totalement décodables au début du CP. Donc c'est pour cette raison que très tôt, en fait, la conférence de consensus et la recherche Lire Écrire ont déjà dit ont déjà préconisé ces 2 supports, hein. Donc comme l'a dit Adeline. Donc comment faire par contre le lien entre le livre rouge, où on va travailler le décodage avec des textes 100% décodables, et le livre bleu, qui est finalement un recueil de textes de lecture, on vous les présentera tout à l'heure. Eh bien, en fait, on a grisé les mots qui n'étaient pas décodables par les élèves. Et on a indiqué quel était le niveau d'accompagnement que l'élève devait avoir sur le texte. Donc, premier niveau, c'est une lecture totale par l'adulte. Là, on est en début d'année, U1, unité 1, période 1, période 2. Et on a, pour tous les textes, un QR code qui permet à l'élève d'écouter le texte, ce qui permet aussi d'aider les familles un peu plus défavorisées ou allophones. Deuxième étape, une lecture étayée. On propose là une aide de l'enseignant. Et troisième étape, eh bien, le texte peut être lu totalement par l'élève, sauf les mots grisés qui ne sont pas totalement déchiffrables. Ça ne veut pas dire totalement décodables. Ils peuvent être un petit peu décodés, mais ils ne peuvent pas être lus entièrement. Et dans le guide pédagogique, eh bien, on vous indique le pourcentage de décodabilité du texte. Et donc là, vous avez un vrai lien entre la programmation des graphèmes et le texte de compréhension. Donc, texte de décodage, on est sur du 100% décodable, on s'entraîne à la lecture
L'automatisation. Et ensuite, compréhension. On fait juste le lien en montrant, attention, bah là, ils ne savent pas encore décoder. Là, par contre, ils commencent à savoir. Et là, ils maîtrisent quand même quasiment tout le texte. Et c'est une aide vraiment importante pour l'adulte qui accompagne, que ce soit le parent, que ce soit la personne qui aide le soir aux études ou l'enseignant, c'est de savoir quels sont les mots que l'élève ne sait pas encore lire. Parce qu'on a tendance à vouloir très rapidement que l'élève sache tout lire. Et ça, les parents ont du mal à l'entendre en début d'année de CP. Hein. Donc là, ça repositionne bien qu'est-ce que l'élève est en mesure de lire par rapport à la programmation de décodage. Tu peux se passer, voilà. Alors, les recherches ne préconisent pas un travail systématique de fluence à la fin du CP. En tout cas, peut-être la toute dernière période, mais pas systématique. Donc, la fluence, telle qu'on l'entend, on va plutôt l'intégrer à partir du CE1. Alors, quand je parle de fluence, dans les programmes, on parle de lecture à voix haute. Bien évidemment qu'on va lire des textes à voix haute au CP. Et on a un travail de fluence qui est proposé dans les séances, voilà. Mais on n'est pas sur un travail systématique de fluence, c'est-à-dire avec des temps vraiment dédiés à la fluence et des exercices de fluence. Donc dans la fluence, on va travailler deux entrées, il va y avoir deux entrées, la prosodie et la rapidité. Donc en ce qui concerne la prosodie, eh bien c'est respecter les signes de ponctuation, les groupes de souffle, et là les programmes ont oublié les liaisons, parce qu'elles sont importantes et les élèves ne savent pas toujours les faire. Donc, elles sont importantes à être enseignées explicitement pour lire de manière expressive. Donc, vous avez une illustration avec ce qui est proposé dans le fichier de Calimo au niveau du CE1. Et donc, pour ce qui est de ce qu'on appellerait la rapidité, eh bien, l'enseignant doit mesurer la vitesse de lecture des élèves afin de constituer des groupes qui permettront d'automatiser le décodage. Et c'est exactement ce qu'on vous propose en début d'année avec ce qu'on appelle les tests ELF. Et là, on vous laissera découvrir, on vous donne tous les liens pour que vous puissiez mettre en place ces évaluations diagnostiques. Et c'est au CE1. Donc, vous voyez sur votre gauche, vous avez une page de manuel. À la fin du texte de décodage, donc le texte qui aura été travaillé en lecture, en décodage, en automatisation, eh bien, on a indiqué le nombre de mots à la fin de la ligne, et donc ça vous permet de travailler la fluence de façon systématique. Alors, on vous propose des adaptations, mais ça, on vous laissera consulter plus précisément le guide pédagogique. Alors, ça, c'est ce qu'on trouve souvent dans les entraînements de fluence, un texte avec le nombre de mots qui est noté à la fin de la ligne. On va plus loin en CE1, dans le cahier d'activité, donc dans le rouge. On va proposer des exercices d'entraînement à la rapidité. Là, c'est un certain nombre d'exercices, en particulier certains qui vont travailler l'empant visuel attentionnel, parce qu'on a constaté qu'il y avait des enfants qui n'avaient pas un empant suffisamment élevé, donc il fallait l'entraîner. Donc voilà pour tout ce qui était automatisation de la lecture. Maintenant, on va voir avec vous, on va balayer en fait ce qu'on a appelé comprendre le fonctionnement de la langue, ce qu'on appelait auparavant l'étude de la langue, et ce qui correspond aujourd'hui à la partie grammaire et orthographe lexicale des programmes. Alors, s'il y a une phrase qu'on doit retenir, c'est que la grammaire est un enseignement au service de l'oral, de la lecture et de l'écriture. Et donc, tous les outils qui sont complètement déconnectés de la lecture, de l'oral et de la production d'écrit sont hors programme. Voilà, je résume très clairement. Alors, soit vous arrivez à faire le lien, c'est pas toujours évident, mais si vous y arrivez, vous êtes dans les programmes. Sinon, c'est hors programme, c'est pas conforme. Alors, pour aller plus loin, en grammaire, on va s'appuyer, et en orthographe lexicale, on va s'appuyer sur l'observation et la manipulation pour en tirer des régularités. Il y a vraiment une importance qui a été montrée par différents articles, l'importance de s'appuyer sur les régularités au début des apprentissages. Donc, dès au CE1, au CP, voire même au CE2, il est inutile de vouloir donner toutes les exceptions de la langue française. On va d'abord commencer par les régularités. Et on va travailler aussi beaucoup en grammaire avec la phrase de base. N'ajoutez pas des subordonnés ou beaucoup de compléments circonstanciels. C'est vraiment, on va travailler sur des régularités. On le redit, cet apprentissage va aider à lire et à comprendre le lien avec la lecture. Et ce n'est qu'à partir du CE1 où on aura de réelles leçons
de grammaire et d'orthographe. Au CP, ça reste encore assez intégré. En tout cas, on n'a pas forcément de traces écrites. Voilà. Et toujours à partir d'observations. Et ces séances doivent afficher clairement leurs objectifs. Ce n'est pas implicite. Apprendre à écrire et à lire en respectant les normes de l'écrit. Donc, on est sur un enseignement explicite et vraiment en lien avec la lecture et l'écriture. Alors, en grammaire, là, nous, on s'était appuyé sur le guide rouge, la structuration des séances du guide rouge, qui correspond vraiment à ce qu'on retrouve dans les derniers articles de recherche sur cette question. On va intégrer des manipulations et des observations à partir de corpus qui sont tirés des textes. On va formaliser avec des leçons, avec des stratégies procédurales, des procédures, comment on fait pour accorder un verbe, des cartes mentales. Et il y a un lien, alors je ne sais pas si vous le voyez dans la carte mentale en bas, mais il y a toujours un lien sur la carte mentale. Quand je lis, cette leçon me sert à, et quand j'écris, cette leçon me sert à. Donc là, on a établi ce lien clairement. Et donc là, vous voyez, nous, on n'a pas rajouté ça. On l'avait déjà fait avant même que les programmes le préconisent. On va beaucoup s'appuyer sur des jeux. Malheureusement, les jeux ne font plus partie des préconisations des programmes, mais ça ne nous empêche pas de le faire. On a vu des articles de recherche qui montrent l'efficacité des jeux. Du jeu. L'avantage, c'est ce feedback immédiat et la manipulation. Et la motivation. La motivation voilà. Alors, dans ce qui concerne les exercices d'entraînement du fichier d'activité, eh bien là, on n'a pas besoin de différencier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les exercices s'appuient sur des mots qui ont été étudiés en décodage. Donc, les enfants les plus en difficulté en lecture, eh bien, vont être aidés parce que ces mots, ils les ont déjà lus dans les textes de décodage et en séance de décodage. Donc, l'élève n'est pas perdu par de nouveaux textes qu'on leur apporterait. Tout est en lien. Et enfin, une évaluation avec des séances de révision par unité et des évaluations à la fois formatives dans le cahier d'activité et sommatives données dans les outils complémentaires. Alors, un petit zoom sur l'orthographe lexicale. Ce qui est très particulier avec l'orthographe lexicale, c'est qu'il est lié au décodage. Il est clairement dit dans la recherche qu'on ne peut pas orthographier un mot qu'on ne sait pas lire. Donc là, le BO le dit ainsi. Donc là, il parle de la dictée, mais pour pouvoir arriver à la dictée, il faut qu'on ait travaillé à la fois la grammaire et l'orthographe lexicale qui vont être réutilisées dans la dictée. Donc, le but, c'est de vérifier que l'articulation entre les sons entendus et leur codage graphémique est acquise et qu'elle doit servir à mémoriser les graphèmes qui sont étudiés. Donc, c'est pour ça que dans notre construction manuelle, on a toujours le décodage en lien, en face de l'orthographe lexicale pour pouvoir être au plus près de ce qu'on a lu juste avant. En CP, on a dit qu'on était donc sur des séances qui sont intégrées dans le décodage d'orthographe lexicale. Là, vous pouvez voir comment on a une petite capsule de l'EDL. On va mettre des signaux dans le manuel pour dire remarquez ici une robe, des robes, comment on symbolise le pluriel. Mais sinon, dans la séance, on a tout le temps des dictées. Donc, dans les séances de décodage, on a tout le temps des dictées, des séances d'encodage, de sons, de mots, de phrases, comme préconisé dans les programmes. En CE1, toujours cette articulation entre le décodage et l'orthographe lexicale. On va toujours encoder des sons, des mots, mais cette fois dans les séances d'orthographe. Et puis, ils vont être réintégrés dans la dictée. Alors, une grande pépite qu'on a dans le Calimo CE1, c'est qu'on a voulu, vous écrire des régularités orthographiques. Et c'est raccord avec les programmes puisqu'ils disent qu'il faut mémoriser l'ensemble des correspondances graphophoniques dans tous les types d'écriture, en particulier celles qui ont des sons proches. Donc, vous allez ainsi trouver dans Calimo, donc on a fait des gros traitements de fichiers pour pouvoir vous dire tel son, le son en, il s'écrit le plus souvent comme ça, le son o, il s'écrit comme ça. Et donc, au lieu d'apprendre des listes et des listes de mots que les élèves vont oublier, là, vous allez apprendre une régularité qui va vous permettre d'écrire 3000 mots sur les 3500 mots qui sont concernés. Donc, en fait, on a une efficacité dans
le déploiement, l'apprentissage de ces régularités qui est absolument bluffant. Là, vous voyez un exemple, quand j'entends le son que, eh ben, s'il est suivi du E et du I, je vais écrire QU. Sinon, le son que, je l'écris avec un C, et parce qu'en effet, le son, la lettre K ou R rarissime. Donc là, vous voyez que les mots de la semaine qui sont choisis, sont en lien avec cette règle. Si je connais la règle, les mots qui sont encadrés en violet sont des mots réguliers. Il n'y a pas besoin de les apprendre par cœur finalement. On sait les écrire. Et puis, il y a quand même des mots qu'on appelle les mots loupes. Ceux-là, il va falloir les mémoriser parce qu'ils ont des petites exceptions, comme ici, comme qui a 2 M. Mais là, dans Calimo, vous allez trouver des régularités que vous ne trouverez nulle part ailleurs parce que quand on ne trouve pas ce qu'il faut dans la recherche, on l'écrit. Voilà. Alors juste, je voudrais souligner une chose parce que c'est une question qu'on me pose très souvent en conférence. On est bien d'accord, dans le décodage, on a une entrée graphémique, on rentre par le graphème. Par contre, attention, en orthographe lexicale, on a une entrée phonémique, on rentre par le son, on apprend à écrire les sons. Donc certaines méthodes qui sont heureuses de vous présenter des entrées graphémiques pour tout, ne respectent pas en fait la didactique du français. On écrit des sons en orthographe, on n'écrit pas des lettres. C'est d'ailleurs une petite erreur. Voilà, dans les programmes, on a d'ailleurs constaté cette erreur. Donc ça, c'était vraiment une chose importante. Et la deuxième chose, par rapport là à l'adaptation, comme l'a dit Adeline, fini les listes de mots, de 10 mots par soir ou tous les 2 soirs, que des élèves en difficulté ou dyslexiques n'arrivent pas à apprendre, parce qu'ils ne peuvent pas mémoriser des mots comme le chinois, comme une langue comme le chinois. Mais par contre, là, ils vont avoir un certain nombre limité de mots à mémoriser parce qu'ils sont irréguliers. Et ça change tout. Voilà. On continue. Donc, là, maintenant, on va parler de l'écriture et automatiser l'écriture. Donc là, Aline. Alors, il y a plein de choses à dire sur l'écriture. J'avais 2 slides. Déjà, le premier, c'est le geste graphique. Évidemment, comme le préconisent les programmes, on ne va pas se limiter juste à la lettre, mais bien, on va parler du graphème. Donc, dans la séance d'écriture, on prend l'ardoise, on fait les tracés qui correspondent à ce graphème-là. Donc ça, c'est dans la séance de code. Et puis nous aussi, en séance d'écriture, du geste d'écriture, là, on va prendre ce tracé-là, puis on va le caler dans l'interligne, on va apprendre à le lier à la lettre d'après, à la lettre d'avant, et on va apprendre la dynamique d'écriture du mot ou de la phrase. Donc là, la grande force de Calimo, je crois qu'on était les premiers à proposer ça, vous avez des vidéos sur le site où vous voyez comment on fait pour tracer ces lettres-là. J'ai eu l'idée parce que j'avais beaucoup de mal à tracer et expliquer quand j'étais enseignante comment former ces lettres-là. Là, l'avantage, c'est vous les projetez en grand et c'est très, très visible par l'élève et on voit l'interligne en plus. Une attention particulière sur la posture, à la fois dans le guide pédagogique. Aussi, là, je vous ai mis un extrait du cahier d'écriture où on a des rappels sur la posture. Puis, vous avez aussi des informations avec des petites vidéos, puisqu'on va les mettre face à des vidéos, les élèves, pour leur faire réagir. Ou alors, si vous n'avez pas le vidéoprojecteur, vous leur montrez pour qu'on puisse apprendre ensemble à bien se tenir, à la fois au niveau de la main et du corps, pour bien écrire. Alors là encore, c'est une petite fierté de Calimo, parce que on avait déjà ces vidéos, ce travail sur la posture, le geste graphique, les stratégies de copie, on l'avait dès le début de Calimo. Donc là encore, on n'a pas eu besoin de changer quoi que ce soit par rapport au programme actuel. Vous avez dans Calimo aussi des zooms sur les stratégies de copie, comment on va faire. Donc là, par exemple, c'est un bloc qui montre quel est l'intérêt de l'étude de la langue pour pouvoir écrire. En fait, plus je connais mes régularités d'étude de la langue, moins j'ai d'informations à retenir et donc je copie plus rapidement. Et donc, il y a des exercices qui vont être proposés et aussi le programme insiste beaucoup sur la transcription. Donc pareil, dès la 3e période, on commence la transcription, donc on voit un T en script et puis on voit comment elle s'écrit en cursive et on va monter en puissance sur cette transcription. Donc là, ça concerne le CP et le CE1, les 2 cahiers d'écriture. En CE1, on est allé plus loin, puisqu'on a fait du lien entre le décodage et l'orthographe lexicale, on vous l'a expliqué tout à l'heure,
les mots qu'on va lire en décodage se retrouvent dans les mots de la semaine qu'on étudie en orthographe lexicale, mais en plus, dans le cahier de copie, vous allez avoir une proposition de copie des mots qui sont à mémoriser. Pourquoi? Parce que, par exemple, Roland Guagou explique que quand un élève il trace le mot arbre, c'est pas forcément parce qu'il sait pas l'écrire, parce que, par exemple, il n'arrive pas à tracer le lien entre le B et le R. Donc nous, en fait, on va les préparer à tracer ce lien et à écrire le mot pour pouvoir les décharger de cette difficulté-là et pour être concentré sur la mémorisation orthographique. Donc en fait, en utilisant le cahier d'écriture, vous aidez les élèves à la mémorisation des mots d'orthographe lexicale qui vont être, j'ai pas rajouté de flèches, mais qui vont encore resservir pour la dictée. Justement, la dictée. Donc la dictée, ça ne doit pas être un moment de maltraitance pour les élèves, j'ai envie de dire, comme on a peut-être pu le vivre. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit, j'exagère un peu, mais les erreurs, en tout cas les programmes disent, les erreurs des élèves dans les dictées font partie de l'apprentissage et ils doivent, comme l'ensemble des erreurs, être accueillis comme un passage obligé, source de progrès. Donc là encore, dans les dictées, on ne va pas attendre des élèves qu'ils écrivent absolument tout juste. La dictée est un moment d'entraînement, d'utilisation de toutes les procédures et de toutes les stratégies qu'on a apprises, que ce soit des mots d'orthographe lexicale, puisque les mots sont intégrés aux dictées, que ce soit des règles de grammaire, puisque les procédures et les stratégies qui ont été acquises au moment de la grammaire vont être utilisées pour corriger son texte. Donc en fait, on est sur des dictées 100% encodables par l'élève. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de piège dans la dictée. Si l'élève maîtrise les compétences qu'on a vues à la fois en orthographe lexicale et à la fois en grammaire, il écrit tout juste. Donc vous voyez encore, là, l'idée c'est de mettre l'élève dans une position de réussite parce que, en fait, s'il réutilise les compétences qui ont été travaillées, il va pouvoir faire une dictée zéro sans faute. Alors attention toutefois, les les articles de recherche sur la grammaire préconisent des temps de sensibilisation. Et donc, on n'attend pas d'avoir traité une notion, d'avoir étudié une notion en grammaire pour l'intégrer dans une dictée. Donc, par exemple, très vite, on va travailler sur la terminaison en NT au pluriel ou le S, l'accord du nom avec le S au pluriel. Par contre, on restera sur des régularités. Si bien que quand on va étudier cette notion, on va dire de façon systématique, eh bien, l'élève en aura déjà entendu parler et vous allez gagner beaucoup de temps dans son automatisation. Peut-être juste sur la phrase dictée, moi je trouve qu'on a fait un truc que je trouvais drôlement chouette, c'est qu'à la fin, au début, à la fin d'une unité, vous avez 2 phrases de dictée qui vous permettent de faire le diagnostic en début de période et à la fin de la période qui vous permettent d'évaluer les compétences à la fois orthographiques et à la fois de grammaire qu'on a travaillé dans la période. Donc en 2 phrases dictées, vous sortez directement vos tableaux de compétences. Je vous dis pas comme c'était compliqué d'écrire ces dictées, mais on a réussi. Donc là, vous voyez qu'en termes d'évaluation, au niveau de la dictée, vous allez évaluer en fait la manière dont l'élève va réinvestir ce qu'il a appris réellement en orthographe lexicale et en grammaire dans une phrase dictée. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui était l'automatisation de la lecture, l'automatisation de l'écriture et le fonctionnement de la langue, c'est-à-dire des outils au service d'eux, des outils au service de l'oral, de la compréhension et de la production d'écrit. Parce qu'au final, ce qu'on a vu dans les programmes, et c'est vrai depuis des années, ce qu'on attend d'un élève, c'est qu'il soit capable de lire, écrire, parler. Donc voilà comment nous, on a conçu cette articulation au travers des mini-projets en français. Donc, le but étant, par exemple, ici, d'écrire le portrait d'un monstre, eh bien, on va travailler en langage oral le portrait, on va travailler à partir de différents types d'écrits. Le casting du monstre, c'est pour ça l'enfant est en train de décrire comment est son monstre qu'il a créé, et puis il le mime en même temps. Voilà, on va mettre en réseau des textes variés, en fait, textes documentaires, romans, BD, et on va travailler en séance de lexique de façon explicite et spécifique le portrait avec comme activité finale la création d'une corolle. Et on va intégrer dans cette production d'écrit ce qu'on a appris en études de la langue. Alors,
sur une période, voilà ce que ça donne. Et vous voyez que là, dans les programmes, on insiste sur le fait que produire des écrits courts doit se faire en articulation avec l'apprentissage de la lecture. Donc ici, en bleu, vous avez ce qu'on fait sur une période en production d'écrits, et en noir, les textes que l'on va lire dans des types variés. Ah, excuse-moi, reviens juste. Ah. Et les icônes, en fait, les pictos, correspondent aux stratégies de compréhension qui vont être travaillées. Donc, on le verra tout de suite après. Donc, comprendre un texte, eh bien, c'est quotidien, tous les jours, et dans des textes issus de tous les domaines disciplinaires. Donc, on a essayé, dans le choix de nos textes et de nos thématiques, de couvrir la programmation, alors en 3 ans, parce qu'on est en train de préparer le cycle 2, Le CE2. le CE2, pardon, de la découverte du monde. Donc, nos thématiques, en réalité, sont en lien avec le temps, l'espace, les sciences, la matière, et aussi beaucoup l'EMC. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur des ouvrages principalement contemporains, mais aussi issus de la liste de littérature. Et puis, on a une véritable programmation de cycle, hein, puisqu'il y aura vraiment une programmation entre le CP, le CE1, le CE2, en compréhension et en production d'écrits. Donc, vous voyez une variété de types de textes, hein, des textes qui doivent être narratifs, informatifs, prescriptifs. Ne travaillez pas que sur des textes narratifs, intégrez beaucoup de textes documentaires, mais aussi tous les autres types d'écrits qui font partie de ce qu'on appelle la littératie. Voilà par exemple au CEP la variété des textes, hein, BD, cartes, textes documentaires, recettes, lettres, etc. On va travailler sur des œuvres complètes. Alors, on préconise au cycle 2 de 5 à 10 œuvres issues du patrimoine ou de la littérature jeunesse. Là, je vous ai présenté plutôt tout ce qui est issu de la littérature jeunesse, mais on a aussi de la lecture du patrimoine. On est à, je crois, 5 albums Genève ou 6 albums Genève au CP, donc plus tous les autres textes d'auteurs. Donc, quand vous achetez Calimo, le manuel de lecture, c'est comme si vous achetiez 6 albums complets, parce que vous avez ces 6 albums-là, puis des extraits d'autres albums. Et au CE1, alors c'est la même chose, des œuvres complètes, des textes d'auteurs, mais aussi de nombreux extraits. Et là, vous voyez qu'on a encore une multitude d'ouvrages de littérature jeunesse. On va travailler sur des stratégies de lecture, hein, parce que la compréhension requiert la maîtrise de stratégies qui prennent appui sur des compétences langagières solides. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais au CP, on va beaucoup travailler sur les textes narratifs, on va les formaliser, et au CE1, on va travailler sur les textes narratifs, textes documentaires, et on va formaliser les 2 types de stratégies. Au CP, on va bien sûr travailler sur les textes documentaires, mais elles ne seront pas aussi formalisées qu'au CE1. Donc voilà pour la compréhension, et la compréhension est très en lien en fait avec le lexique. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des programmes, parce que d'un point de vue didactique, il y aurait beaucoup de choses à redire sur les formulations qui ont été employées. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour de ce soir, mais il faut quand même comprendre qu'il y a une différence entre le lexique et le vocabulaire, et là, dans les programmes, selon moi, les deux, il y a des confusions. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la simple exposition au vocabulaire nouveau n'est pas suffisante, hein. Ce n'est pas parce que vous faites un mot par jour que les élèves vont enrichir leur vocabulaire. Les programmes préconisent 3 étapes essentielles. Avant, les termes étaient vraiment formulés, formalisés. Aujourd'hui, ils ont été enlevés, donc je vous les redonne. Donc, il va y avoir un temps de contextualisation où on va aller chercher ces mots en contexte, par exemple dans des textes. Un moment de décontextualisation, on va structurer le lexique dans, par exemple, des corolles, des cartes mentales, etc., des listes de mots, des banques de mots, et puis un temps de recontextualisation où l'élève va pouvoir réutiliser le vocabulaire qui a été appris, et en particulier à l'oral ou en écriture, pour permettre la mémorisation. Donc, vous l'avez vu, hein, en fait, on va travailler le lexique en amont, dans les textes. On va les catégoriser dans des cartes mentales. Donc, on a des séances de lexique qui sont avant les séances de compréhension. Comme ça, l'élève peut se faire son image mentale
du mot avant de pouvoir passer à la Alors, lecture. voilà, là, tu es déjà un petit peu après. Ça, c'est la boîte à mots. Donc ça, c'est le lexique en lien vraiment avec la compréhension des textes. Donc, pour les mots qui nous semblent difficiles, donc à ajuster en fonction de votre contexte, on va avoir des séances spécifiques dédiées à la compréhension des mots. Si bien que la séance de compréhension l'objectif de la séance de compréhension ne sera que la compréhension du texte. Et puis, on va avoir un certain nombre de jeux qui vont être dédiés pour mémoriser. Voilà. Alors, j'ai oublié tout à l'heure la recontextualisation, hein. Avec la recontextualisation, production d'écrit, langage oral, on va rapidement le voir après. Donc, par exemple, voilà comment on va construire une corolle. On va reprendre la corolle qu'on avait apprise au CP sur les émotions et on va zoomer sur la partie sur la peur. Puis, on va intégrer du vocabulaire qu'on aura tiré de différents textes de compréhension, ainsi qu'un travail de langage oral sur une illustration. Et ça va nous permettre de construire une corolle sur la peur avec uniquement des mots qui nous proviennent d'un contexte. Un point important, c'est que si vous n'avez pas eu Calimo en CP, vous pouvez très bien utiliser Calimo en CE1, puisqu'en fait, on va reprendre les notions et on va aller plus loin. Et ce que nous, on va appeler plutôt vocabulaire, donc là, tout à l'heure, je vous parlais du lexique, eh bien, ce sont des séances systématiques qu'on va présenter au CE1 sur l'ordre alphabétique, le dictionnaire, les synonymes et les contraires, les familles de mots. Mais elles sont systématiques dans le sens où on va vraiment faire en sorte que l'élève s'approprie les terminologies pour pouvoir les réutiliser en séance de lexique et de façon contextualisée. On va également travailler en séance intégrée à la compréhension, le sens propre et le sens figuré, les niveaux de langue qui sont au programme. Et on va beaucoup travailler la morphologie des mots dans les séances de fabrique à mots qui sont en fait étudiées en orthographe lexicale. Alors, la production d'écrit va suivre une démarche en 5 étapes pour écrire un texte où les programmes insistent beaucoup et avec raison sur la planification et la révision. Donc, la planification, on se prépare à écrire, la mise en texte, on rédige, la révision, on se corrige. Donc, là encore, on va s'appuyer sur des types de textes variés qui sont issus du manuel. On va s'aider des corolles de mots élaborées en lexique et on va s'organiser en mini-projets. Voilà tout ce qu'on peut mettre en place pour aider à l'écriture d'un petit texte qui exprime la peur, des corolles, des textes à piller. Alors, on parle de structure prototypique dans les programmes. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais vous voyez, vous travaillez avec des textes qui expriment la peur et les élèves vont aller piller le texte pour en ressortir des structures. On va utiliser la corolle, on va utiliser aussi des affiches pour écrire, puisqu'on va faire de la grammaire textuelle. Alors peut-être que dans les programmes de 2030, on demandera d'enseigner explicitement la grammaire textuelle, qui est vraiment, qui manque vraiment actuellement. Mais pourtant, dans les autres pays francophones, on travaille beaucoup la grammaire textuelle et des collectes de mots. Alors, on va peut-être passer, parce que là, je vois qu'on avance un peu vite. Donc, voilà, sur la révision. Voilà. Sur la révision, eh bien, on va utiliser les programmes demandent que les élèves repèrent les dysfonctionnements de leur texte par la relecture à voix haute du professeur. Oui, ok, mais quand on a 25 élèves, on sait que c'est pas simple. Voilà. Donc, ça peut être aussi par un binôme et que ce soit le professeur ponctuellement. Et puis aussi, surtout, des outils d'aide construits à cet effet. Donc, vous voyez que tout ce qui a été construit au moment de la planification, on va pouvoir les réutiliser maintenant. Et en particulier par rapport à l'étude de la langue. Donc, ah oui, une chose, par rapport au lexique, donc le lexique au service de la production d'écrit, on a la corolle, mais on a aussi le mémo des mots au CP, dont on n'a pas parlé, qui aide justement à éviter les fautes d'orthographe. Et là, les programmes insistent beaucoup sur ce recours à des listes de mots pour ne pas laisser les élèves écrire faux. Là aussi, je pourrais citer Ouzoulia, qui en parlait déjà il y a très longtemps, de ne pas laisser écrire les élèves faux et de leur proposer des outils d'écriture. Le lien avec la grammaire, eh bien, vous voyez qu'on va utiliser les leçons et les procédures qu'on a apprises en grammaire et on va les utiliser explicitement en production d'écrit. Attention à savoir qu'on les aura aussi utilisées en dictée, en pratique guidée.
Si bien que quand on arrive à la production d'écrit, on est en pratique autonome. Donc, faites bien attention, si vous décidez pour une raison ou pour une autre de ne pas faire les dictées, il faudra quand même prévoir un temps de pratique guidé au moment des productions d'écrit, parce que sinon, les élèves ne sauront pas utiliser ces outils-là. Donc, tout ce qu'on donne, en fait, est utilisé en pratique guidée à un moment ou à un autre de la méthode, pour que l'élève devienne autonome. En fait, vous pouvez utiliser les domaines indépendamment, mais par contre, évidemment, c'est plus puissant, plus efficace si vous utilisez les domaines tous ensemble. Un petit rappel aussi par rapport à la copie, hein, Adeline n'en a pas parlé tout à l'heure, mais la copie nous aide aussi à la production d'écrit parce qu'elle va nous permettre de nous entraîner, enfin, elle va permettre aux élèves de s'entraîner à recopier un type d'écrit précisément, par exemple ici, la recette, si bien que quand on va être à la mise au propre, l'élève aura déjà copié une première fois une recette et saura utiliser la structure. Alors en oral, on a des mini-projets qui fonctionnent par période et on va pouvoir, sur chaque période, avoir une tâche finale. Par exemple, formuler un message clair, donc là c'est le CE1, réaliser un casting de montre, discuter autour d'une œuvre d'art, jouer une scène de théâtre ou débattre. Et donc toute la période, on va travailler isolément des compétences chaque séance, donc on a une séance par semaine, pour arriver à cette tâche finale. Donc, toujours pareil, on retrouve des compétences, des textes, du vocabulaire qui a été vu dans les autres domaines. Et le fait de pouvoir travailler l'oral va préparer aussi. Par exemple, elle va rédiger un portrait de monstre et puis je vais le réutiliser. Ou inversement, il y a des articulations qui sont faites de manière à alléger la tâche et aussi comprendre la plus-value de l'oral par rapport à l'écrit ou en préparation ou alors en perfectionnement, j'ai envie de dire. Alors, juste une chose, faites attention, l'oral ne se voit pas dans les manuels. On vous le redit, les manuels et les fichiers sont des outils de l'élève. Et donc, comme les séances d'oral ne nécessitent pas forcément de support écrit, eh bien, vous ne le voyez pas dans le manuel. Donc, il faut aller soit dans le guide pédagogique papier, soit sur le site internet. Parce que les fichiers pour travailler l'oral, non. Donc là, vous avez des exemples, par exemple, une description du monstre sans la gestuelle et avec la gestuelle. Donc, ça permet de faire émerger la compétence d'adapter sa gestuelle quand on parle, là, comme je suis en train de le faire, et donc la fiche de la stratégie qui va être travaillée. Il y a aussi plein de vidéos. Donc là, on ne vous a pas tout dit. Donc, on a déjà tenu 1 heure et on ne vous a pas tout dit. On vous a dit ce qui nous paraissait être essentiel en lien avec les programmes. Mais ce qui nous semble être essentiel, et c'est bien aujourd'hui qu'on en parle autant dans les programmes, c'est cette question des articulations qui, au début, quand on a créé la méthode CP, on n'osait presque pas en parler, en fait. Hein, voilà. Donc là, on est plutôt heureuse. Voilà les articulations qui sont faites entre les différents domaines du français dans Calimo. C'est une tâche complexe, mais qui est possible en suivant la méthode. Alors, juste pour terminer, oui. Voilà, on prépare le CE2 sera même encore mieux que les 2 autres. Oh Merci pour cette présentation très, très complète, Adeline et Karine. Alors, j'ai quelques petites questions et n'hésitez pas à en poser si vous le souhaitez. Émilie qui demande combien de graphèmes sont étudiés à la semaine. On est à 17 à la semaine. Ah oui, non, de graphèmes sont étudiés à la semaine, c'était au début. Et en fait, on a des pauses, pauses et des révisions, ou alors les séances de consonne-voyelle-consonne. Donc du coup, on a le tempo optimal qui est préconisé. D'accord, merci. Il y a Anaïk qui pose une question. Alors je vais vous la lire parce que c'est un petit peu long. Alors, et en plus, elle dit que c'est une formidable méthode et elle est équipée depuis 2 ans maintenant, donc elle connaît bien Calimo. Par contre, ses préoccupations, c'est plutôt les nouveaux programmes. Et comme elle a déjà la méthode, voici ses questions. Les nouveaux programmes ayant intégré le passé composé au CE1 à partir de l'année prochaine, comment procéder pour modifier les séances, leçons, fiches et évaluations en conjugaison, pardon. Alors, j'ai déjà eu même cette question. Pardon. Voilà, j'ai failli l'intégrer dans le PowerPoint, mais je me suis dit qu'on me poserait forcément la question. Bon. Donc, dans Calimo, puisque vous l'utilisez, vous savez qu'on a une entrée par pronom où on va étudier l'ensemble des temps.
Alors, il faut savoir que dans les programmes du cycle 2, les anciens, on avait déjà le passé composé pour la fin du cycle 2. Et comme il n'y avait pas vraiment une répartition aussi, on va dire, préconisée, obligatoire, institutionnelle, on avait déjà fait le choix de ne pas mettre le passé composé pour 2 raisons. La première, c'est que la recherche ne préconise pas d'intégrer des temps composés aussitôt. Vraiment, on est sur des régularités. Et le passé composé est un problème pour les accords. Pourquoi ? Premièrement, parce que quand on va utiliser la manipulation syntaxique d'encadrement de ne pas pour trouver le verbe, eh bien, elle ne fonctionne pas avec les temps composés. Il va falloir rajouter une étape dans la procédure, dans la méthode d'accord, qui est de repérer le verbe, et si c'est avoir ou être, alors de vérifier que c'est un temps composé. Et donc, vous voyez là qu'en termes de charge cognitive, c'est très complexe. Deuxièmement, ça rajoute aussi une problématique dans les dictées parce que on a une concurrence, j'ai envie de dire, entre l'infinitif en ER et le participe passé. Et c'est difficile. Donc le choix que nous avons fait, c'est pas que nous ne l'avons pas intégré, nous l'avons intégré dans les dictées et nous avons travaillé en sensibilisation sur le passé composé. Par contre, nous avons fait le choix, et c'est un choix didactique, de ne pas le réintégrer au CE1. Et nous avons conservé ce choix-là, qui était notre choix préliminaire au moment de la sortie du manuel. Donc nous avons bien conscience que pour vous, vous avez le sentiment de ne pas suivre les programmes jusqu'au bout, mais en réalité, vous allez sensibiliser les élèves au passé composé et vous aurez en CE2 de réelles séances de conjugaison. Parce que, comme vous l'avez compris, Calimo, on ne va pas apprendre des verbes, des déclinaisons de verbes avec des tableaux de conjugaison. Ça n'a aucun sens pour l'écriture. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de le mettre en lien avec la grammaire, la dictée et la production d'écrit. Et pour des élèves de CE1, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, donc on a fait ce choix-là. Donc, vous êtes dans les programmes parce que vous êtes en sensibilisation. Par contre, vous le savez, ça ne se voit pas forcément encore parce qu'il n'y a pas cette phase de cette institutionnalisation. Voilà. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, au CE2, il sera vraiment intégré et c'est largement suffisant. Il faut savoir que dans de nombreux pays francophones, et en tout cas en didactique du français, il y a de nombreux chercheurs qui le disent, le travail systématique sur certaines notions, comme on le fait en France, est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop précoce. Voilà. Et du coup, elle s'inquiétait également, c'était sa deuxième question, pour la restriction au verbe du premier groupe. Comment faire pour retirer les mots des deuxième et troisième groupes des séances, leçons, fiches et évaluations? Non. En fait, les programmes, c'est une base minimale. Les verbes du deuxième groupe, des autres groupes qui sont introduits, ce sont des régularités. Donc, on n'a pas besoin de les enlever. Ils s'écrivent de façon régulière et on ne demande pas aux élèves d'apprendre des batteries de conjugaison. Donc là, vraiment, c'est un choix didactique que l'on a fait. Nous, notre démarche s'appuie sur l'entrée par promo. Et donc, on veut vraiment conserver le fait qu'on est sur des régularités. Quand on sait que c'est S ou E à la fin pour je, ça fonctionne pour tous les verbes du troisième groupe, sauf on verra le CE2. Donc surtout, ne les enlevez pas. Ça ne complique pas, en fait. C'est vraiment, ça reste sur une régularité. Donc, il n'y a pas de difficulté du tout. Il n'y a pas de raison de les enlever. Voilà. Très bien. Alors, évidemment, Claire est en double niveau CPCE1. Comment utiliser Calimo en lecture et compréhension, aborder peut-être les mêmes thèmes? Une question. Alors, on avait fait un texte sur cette question-là. Je ne sais pas s'il a été mis en ligne, mais d'une manière générale, je pense que vraiment, enfin moi, j'ai eu beaucoup de... On a mis en ligne un emploi du temps et on a mis un texte qui propose ce que tu dis. Que je vais dire, voilà. Donc, moi, j'ai eu pratiquement toute ma carrière des doubles, voire des triples niveaux. Donc, je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs niveaux et je sais ce que c'est de, moi j'appelais ça butiner, butiner d'un niveau à l'autre. Donc, on est là, on est dans un OCP, puis après on va au CE1, puis ensuite on va au CP.
On n'est pas payé double parce qu'on a 2 niveaux et on n'est pas 2 enseignantes. Donc, on ne va pas pouvoir se dédoubler. Ça, c'est une chose. Il faut vraiment, quand vous êtes débutant à avoir des doubles ou des triples niveaux, il faut vraiment que vous en ayez conscience. Hein. Donc, il y a beaucoup de temps qu'il va falloir pouvoir regrouper. Les temps qui peuvent être regroupés dans Calimo, ce sont tous les temps de compréhension, de production d'écrit et d'enseignement du lexique. Donc, selon le niveau de vos élèves, eh bien, vous allez pouvoir piocher soit dans le CP, soit dans le CE1. Et comme on travaille par mini-projet, vous allez prendre un mini-projet et vous allez le faire avec toute votre classe en entier. Là où vous allez adapter, eh bien, c'est sur est-ce que le texte de lecture, de compréhension, les élèves vont pouvoir le déchiffrer, le décoder ou pas. Et là, ce n'est pas un problème de CP, CE1, c'est un problème d'évaluation diagnostique de fluence. Où est-ce qu'ils en sont, les élèves? Alors, à part au début du CP, bien évidemment. Mais là, en réalité, vous allez construire des groupes de niveau et vous allez aller au-delà du CP-CE1. En lexique, pas de problème. Vous pouvez travailler tous les champs lexicaux, il n'y a aucun souci. Le lexique en amont du texte de compréhension, aucun problème. Et puis ensuite, vous allez avoir la production d'écrit. Là encore, la production d'écrit, vous allez pouvoir l'adapter en fonction de ce que vous allez demander réellement aux élèves. Est-ce qu'on fait une dictée à l'adulte? Les nouveaux programmes insistent beaucoup sur la dictée à l'adulte en production d'écrit. Hein, donc, on peut tout à fait le faire encore au CP, au CE1. Et là encore, vous voyez, groupe de niveau. Premier, groupe de besoins, pas groupe de niveau, excusez-moi, groupe de besoins, groupe 1. Deuxièmement, pourquoi pas écrire à 2, écriture collective. Et puis, troisième groupe, un groupe plus autonome avec des outils pour se corriger. Ils vont pouvoir se corriger par 2. Et d'une même tâche d'écriture, vous allez pouvoir l'adapter selon les besoins de vos élèves. Et puis, on propose aussi dans Calimo, j'en ai pas parlé, mais ce qu'on appelle des ateliers d'écriture. Alors là, pour ceux qui connaissent, c'est Dominique Bucheton qui les préconise. Tout est expliqué dans la méthode, comment les mettre en place. Et ça peut être vraiment un bon moyen aussi pour apprendre aux élèves à se corriger, à utiliser toutes les stratégies qui ont été apprises dans les autres domaines. Pour les autres domaines? Donc, pour les autres domaines, décodage, là, vous n'avez pas le choix. C'est vraiment quelque chose de différencié qu'il faut faire, puisqu'on a un livre de CP, un livre de CE1, on n'a pas du tout les mêmes problématiques dans les 2 niveaux. Orthographe lexicale, grammaire, on vous préconise de rester qu'avec le CE1, parce que les CP ont beaucoup d'autres choses à faire. Donc, là aussi, conserver au CE1. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le geste d'écriture. Donc là, vous avez les 2 cahiers. Après, on a calé tout l'échauffement, etc., que vous pouvez faire en commun et ensuite vous dédoubler sur la pratique avec le cahier. Quels sont les domaines encore? Je crois qu'on a l'oral, vous faites ensemble. Ensemble. Ça va très bien. En fonction du mini-projet, c'est-à-dire vous regardez l'oral qui va en lien avec le mini-projet que vous choisissez. Voilà. Et après, CE1, CE2, vous verrez, mais on a travaillé beaucoup sur le double niveau. Le double niveau, ce sera vraiment facile en mise en œuvre. Il faut savoir, le CP, CE1, moi, il me semble, et je le disais quand j'étais conseillère pédagogique ou à l'INSPE, c'est le double niveau le plus difficile. Parce que vraiment, on est sur des niveaux d'autonomie vraiment différentes, avec des apprentissages qui sont quand même très différents. Voilà. Carole qui demande s'il y a des évaluations en compréhension déjà prêtes et en étude de la langue. Alors là, je vous avais prévu une petite diapo sur l'évaluation, parce que je me doutais qu'il y aurait la question. Je crois qu'il faut que tu... réglage système... non, refuse. Voilà. Donc, au niveau de l'évaluation, voilà ce qu'on vous propose pour le CP-CE1. Donc, en décodage, eh bien, on a les évaluations nationales et on trouve déjà qu'en CP-CE1, il y a beaucoup d'évaluations nationales. Donc, si vous rajoutez encore des évaluations de fin de période, vous vous retrouvez à certains moments de l'année pratiquement à ne faire que des évaluations avec vos élèves. Donc, faites attention quand même sur ces niveaux-là. On a plusieurs évaluations dans la même année, donc il n'y a peut-être pas besoin de refaire des évaluations de ce qui est déjà évalué dans les évaluations nationales. En fluence, eh bien, on vous en a parlé, on a l'évaluation ELF1. Et donc là, on vous propose à 2 moments dans l'année d'évaluer à la fois la rapidité, la prosodie, et vous avez une évaluation formative puisque vous avez un coefficient. En compréhension, par choix encore là didactique, il est extrêmement difficile de créer des évaluations qui seraient étalonnées pour un niveau. Et le choix de l'évaluation, il y a des articles de recherche qui le disent, va peut-être déterminante
pour l'acquisition des compétences par les élèves. Donc, on a fait le choix, puisqu'on n'a pas d'outils étalonnés, de ne pas en créer, mais par contre de vous renvoyer vers le site Roll, qui justement, eux, proposent des évaluations nationales étalonnées par niveau sur les textes narratifs et documentaires. Si bien que là, vous voyez, c'est pas moi qui vais créer une évaluation pour vous faire dire que finalement, Calimo, ça fonctionne bien, parce que j'aurais choisi un texte bien adapté. Là, en réalité, vous avez 2 fois dans l'année des évaluations qui sont nationales. Vous avez les résultats au niveau national et ça vous permet de vraiment situer vos élèves par rapport aux autres élèves. Vous savez, dans les classes multiniveaux, le problème qu'on a souvent, c'est quand on a des cohortes qui sont homogènes. Soit on a un groupe plutôt faible, soit on a un groupe plutôt bon. Donc, quand on a un groupe plutôt bon, pour peu qu'on ait un élève qui soit un peu moyen, on a l'impression qu'il est en grande difficulté. Et quand on fait ce type d'évaluation, eh bien, en fait, on se rend compte que non, en fait, il est dans la moyenne et qu'il n'y a pas du tout de problème. Et ça vous permet de relativiser, en fait. Donc, moi, j'aime beaucoup ces évaluations étalonnées que j'ai beaucoup utilisées. Et vous les avez dans tous les niveaux, même jusqu'au CM2. En grammaire, là, on vous propose à la fois des évaluations formatives dans le cahier, séance par séance, et également des évaluations sommatives dans les outils complémentaires. En production d'écrit, bien, j'ai envie de dire que là, toutes les productions d'écrit peuvent être utilisées comme évaluation à partir du moment où elles sont faites en autonomie. Voilà. On peut rajouter qu'en oral, vous avez des grilles de critères qui sont données soit directement aux élèves, soit vous les prenez vous pour pouvoir évaluer les compétences qui sont mises en œuvre sur la tâche finale. Le geste d'écriture, vous avez des évaluations qui sont proposées dans la progression également. Et en production d'écrit, en dictée, on en a parlé tout à l'heure. Au début de période, on a une évaluation diagnostique qui est reprise en fait en fin de période. Dictée diagnostique et dictée sommative. Voilà. Donc en fait, vous faites coup double avec vos 2 phrases. À condition de ne pas corriger la dictée diagnostique. Hein, c'est ce qu'on vous propose. Voilà, du coup, j'ai répondu pour toute la question de l'évaluation, Annick. Mais on l'a perdu. Non, je vois ça. Je suis. Je regarde aussi les questions et pour certaines, je réponds directement également. Non, je suis toujours là, pas de souci. Alors peut-être une petite remarque de Mélanie qui dit que mot à mémoriser, rassurer, le mot rassurer avec 2 S pour un début CP, ça lui semblait compliqué. C'est une remarque. C'est dans quoi? C'est dans le Calimo rouge, le décodage? Oui, j'imagine. Elle ne le précise pas, mais voilà, c'est une remarque. C'est Sandrine, notre co-autrice, 3e co-autrice du CP, mais je pense qu'elle l'avait fait pour introduire le 2S. Mais on entend. On entend. On prend note de vos remarques au fur et à mesure quand on... Ouais. Autrement, écoutez, au fil du temps, vous avez bien répondu à toutes les questions. En sachant que je peux rappeler peut-être aux enseignants de ne pas hésiter à aller sur le site RETS, puisque vous avez toutes les informations sur les fiches produits, des manuels, des cahiers, du guide pédagogique. Il y a le site Calimo aussi, qui est un site précieux. On y trouve plein de choses, n'est-ce pas? Vous avez accès à toute l'unité 1 et à la démarche, à l'introduction aussi, pour mieux comprendre le bas de l'iceberg. C'est ça. Puis il y a un groupe Facebook également, donc voilà, n'hésitez pas à regarder tous ces supports qui peuvent répondre à une bonne partie de vos questions. Et puis après ce webinaire, vous allez recevoir un mail, donc si vous voulez aussi continuer les échanges, ou si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire, je ferai suivre à Adeline et à Karine sans problème. Avec plaisir, on répond à vos questions. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup Adeline et Karine. Merci à tout le monde. Présentation tenu jusqu'à la fin de l'heure. Dépassé un petit peu, mais... et bonne fin d'année scolaire surtout. Ben oui, c'est vrai, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive vite, on est le 3 juin, effectivement. Tout à fait. Merci. L'applaudissement. Regarde, ça réagit. À bientôt. Très bien, à bientôt.